Nous allons passer à la séquence suivante qui est une live session pour apprendre à assurer son autonomie financière tout au long de la vie. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir Catherine Laurent qui est chef de service rédactionnel de Vive Média qui animera cette session. Alors, comme on n'a pas énormément de temps, je vais commencer la live session. Donc, autonomie financière tout au long de la vie, comment l'assurer? Pour ça, j'accueille pour cette live session Léa Lejeune, que vous connaissez sûrement, qui est journaliste et la fondatrice de Plan Cash. J'accueille également Marie de Grandguillot, qui est la directrice générale déléguée de Nickel. Et enfin, Emmanuel Grimaud, qui est le fondateur de Maximis RH, qui est spécialisé sur les questions de femmes et retraite, enfin de retraite en général. Donc, on va commencer avec vous, Léa Lejeune, puisque vous œuvrez tout particulièrement pour l'autonomie financière des femmes. Vous dirigez Plan Cash avec Morgane Dion. C'est un site web et c'est aussi un compte Instagram. Avec Plan Cash, vous apportez aux femmes de l'éducation financière et aussi des formations. Alors, on sait en effet que les femmes sont plus fragiles financièrement que les hommes. Elles gagnent en moyenne 17% qu'au niveau des salaires et au niveau des pensions de retraite, c'est en moyenne 40% de moins. On sait aussi qu'elles manquent d'éducation financière. D'après le baromètre Vive Média 2023 sur les femmes et l'argent, 70% des Françaises et des Français aussi n'ont pas reçu de conseils de gestion financière de la part de leurs parents. Et puis, c'est aussi 82% des femmes et 70% des hommes qui manquent de connaissances en matière de produits financiers. Alors, est-ce que vous pouvez, Léa, nous expliquer tout ce qui fait obstacle à l'autonomie financière des femmes dans leur vie quotidienne, mais aussi à un niveau plus institutionnel, voire étatique, et dont on n'a pas forcément conscience, en fait? Oui, très bien. La raison pour laquelle on a créé Plan Cash Média, c'est parce que, femmes ou hommes, on ne reçoit pas d'éducation financière au lycée en France. Ce n'est pas forcément le cas aux États-Unis, où par exemple, il y a beaucoup de simulations de budgets familiaux dans les lycées. Et ensuite, on peut sortir de l'université, on peut sortir avec un bac+5 sans jamais avoir appris à gérer un budget ou à investir son argent. Et donc, nous, on a considéré que c'était un problème majeur. Et derrière se passe une autre chose. La presse économique telle qu'elle existe aujourd'hui, et je la connais bien puisque j'ai travaillé 12 ans dans la grande presse économique, ne s'adresse pas ou quasiment pas aux femmes. Très souvent, quand il y a des contenus sur les femmes, c'est la gestion du budget, partant d'un préjugé que les femmes dépenseraient plus de manière irrationnelle que les hommes, ce qui ne se vérifie pas en statistiques. Et donc, les articles de presse traditionnels vont s'adresser à un public déjà connaisseur, un public qui est déjà formé, qui a déjà un petit peu l'habitude d'investir et à qui on ne va plus réexpliquer le b.a.-ba, la base, en considérant que tout est acquis. Bon, ça, je pense que c'est un vrai frein pour les femmes qui démarrent et qui ont envie de se lancer là-dedans. L'autre chose, c'est qu'évidemment, on a pris l'habitude dans le couple hétérosexuel de déléguer la gestion de la finance et de l'argent aux hommes. Alors, ça change de plus en plus, mais en tout cas, c'était comme ça que ça se faisait. Pourquoi ? Parce que les femmes ont eu accès à un compte en banque très tard, en 1965, seulement parce que l'homme était historiquement le pourvoyeur de ressources du foyer et que derrière est restée cette idée que c'était à lui de gérer l'argent du ménage. Voilà, donc ce sont des choses qui restent, des préjugés qu'il faut continuer à déconstruire. Donc nous, on s'est lancé il y a 1 an et demi. On a 58 000 abonnés sur Instagram. On a 20 000 abonnés à la newsletter Plan Cash et on fait des formations en ligne qu'on essaye de rendre abordables pour tout le monde à 29,90 € parce que justement, on ne veut pas reproduire ce qui se produit dans plein d'autres secteurs, c'est-à-dire les catégories CSP+, qui ont accès à des formations poussées là-dessus et les personnes qui viennent de milieux plus modestes qui ne peuvent pas financer ça. Donc nous, on travaille là-dessus avec un axe très fort sur les biais cognitifs liés à l'investissement et à la gestion de l'argent. Un mot de plus, Léa, sur les structures étatiques, enfin les dispositifs étatiques, par exemple les impôts, des choses comme ça dont on n'a pas forcément conscience et qui pénalisent en fait les femmes. Est-ce que vous pouvez en dire un mot aussi ? Oui, il y a plein de choses. La première chose, c'est le fait que le taux individualisé, le taux personnalisé soit méconnu. Donc en France, l'idée, c'est que côté impôt, quand on fait sa déclaration d'impôt en couple, on va souvent mettre taux individualisé en pensant que ça veut dire que
l'impôt du couple baisse et 2, chacun va payer sa part. Or, l'impôt individualisé augmente mécaniquement l'impôt des femmes parce qu'elles sont payées moins que les hommes et que du coup, c'est calculé sur le couple. Donc, il faudrait passer à l'impôt au taux personnalisé. Il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que la pension alimentaire, à l'heure actuelle, il y a de gros problèmes de recouvrement. Le système de distribution ne marche pas forcément pour les couples où la mésentente est très forte. Et puis, la pension alimentaire est taxée sur la personne qui la reçoit et non pas sur la personne qui la donne, donc sur le plus petit revenu des deux. Bref, il y a un certain nombre de mécanismes comme ça que nous, ou la Fondation des femmes, ou vous, chez Vive Média, ou d'autres, essayons de dénoncer parce qu'il y a des évolutions à faire. Voilà, c'est pareil pour les successions aussi. Hein. Souvent, les femmes sont défavorisées. Donc, voilà, oui, c'est le travail de Sybille Golac et Céline Bessières qui, en fait, a montré que dans les successions, que ce soit les notaires, les banquiers, tout le monde allait donner des conseils qui, finalement, favorisent plutôt les hommes que les femmes dans une fratrie qui va hériter, par exemple, de la boulangerie familiale. Ce sont les exemples qu'elles utilisent. Hein. Ça peut être aussi du domaine familial. En fait, on va privilégier le fait que la personne qui hérite du plus gros morceau, que son patrimoine ne soit pas divisé. Et donc, à partir de là, les autres vont recevoir des compensations parfois moindres et des conseils parfois différents. Puis, on ne va pas tenir compte de, par exemple, tout le travail gratuit qu'ont pu fournir les femmes quand il y a une affaire familiale sur plusieurs générations. Voilà. Et donc, elles ont fait un travail qui s'appelle Le genre du capital, qui est assez passionnant, qui est aussi en BD, si vous avez pas très envie de lire un essai de 800 pages. En BD, il est très, très abordable. Voilà. Et donc, ça nous permet de comprendre ces mécanismes-là. Et donc, il y a vraiment un rôle du public et du privé à jouer aujourd'hui. Oui, donc on voit que finalement, les femmes, on ne s'en rend pas compte, mais perdent souvent de l'argent à différents niveaux, à différentes phases de leur vie. On va passer, on va voir ça avec vous, Marie Degrand. Vous êtes la directrice générale déléguée de Nickel. Et Nickel, c'est un compte courant qui est différent de ce que les banques classiques proposent. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce produit et donc surtout nous dire en quoi il change le rapport des femmes à l'argent et en quoi il leur apporte plus d'autonomie financière, justement? Oui, merci beaucoup. Donc Nickel, c'est effectivement un compte courant sans découvert qui va s'ouvrir en 5 minutes en France chez un buraliste. Donc dans tous les pays où on a des commerçants locaux chez lesquels vous allez remplir toutes les informations nécessaires. Et à la fin, vous allez revoir le commerçant qui va vous donner votre carte immédiatement. Elle fonctionne. Et il va imprimer sur un ticket de caisse votre RIB ou votre IBAN. Et en fait, Nickel, c'est une petite révolution. C'est une entreprise qui a 9 ans. Qui a été racheté par BNP Paribas il y a 4 ans et qui a aujourd'hui en France 3 millions de clients. Donc c'est une croissance très forte. On est maintenant présent dans 5 pays. Et on a demandé récemment, justement, on a fait une étude d'impact pour, au-delà du ressenti, de la perception qu'on avait de nos clients sur comment on a changé leur vie, vraiment qu'ils puissent l'exprimer plus scientifiquement, puisque ça a été fait par un cabinet externe. Et c'est assez dingue à quel point ils vont exprimer qu'on leur facilite le quotidien, on leur facilite la gestion de leur argent. Donc, pour un compte courant, c'est quelque chose qui peut paraître assez simple, mais on va même enlever du stress dans le quotidien, permettre d'avoir un accès à l'emploi, permettre d'avoir un accès à un logement, puisqu'en fait, on ne se rend pas compte quand on a accès au compte courant, mais quand on n'a pas accès ou qu'on le paye très très cher, le compte courant, c'est vraiment quelque chose qui va être très proche de votre quotidien. C'est le produit de votre vie qui est le plus proche de vos petits excès, vos grands projets, vos achats du quotidien. Et dès qu'il y a un petit grain de sable qui va se mettre dans l'usage de ce produit-là, vous allez très vite avoir un sentiment d'autonomie qui va être freiné, voire même une atteinte à votre liberté. Vous allez vous dire, mais moi je veux être comme tout le monde, je veux juste pouvoir dépenser mes sous. Et donc chez Nickel, c'est vraiment ce qu'on fait. On le fait en considérant qu'on a tous le même besoin. On travaille énormément sur tous ces sujets d'accès. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, le compte en France, les femmes ont le droit d'avoir un compte depuis 1965. Donc c'est quelque chose qui est encore récent et quelque chose qui est très fort pour pouvoir vraiment vivre en pleine autonomie, en pleine indépendance et avec un sentiment de liberté très fort. Donc voilà, et considérant les femmes en particulier, alors comme tous les acteurs et institutions financières, on a moins de femmes que d'hommes qui ont des comptes chez nous. On a 40% de femmes qui sont détentrices d'un compte pour 60% d'hommes. Ça, c'est un peu le reflet de la société, dans le sens où jusqu'à maintenant, ça vient d'être dit, hein, c'était les hommes qui géraient le compte, il y avait un compte par famille. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on a envie de pouvoir aussi contribuer, mais on fait tous partie de la même société. Mais ces femmes-là, en tout cas, expriment encore plus que nos clients hommes à quel point on a changé leur quotidien.
à quel point on a enlevé du stress. Par exemple, 98% de nos clients disent que depuis qu'elles ont un compte chez nous, elles ont moins de stress dans leur quotidien, dans la gestion de leur budget, contre 82% des hommes. Donc, les hommes aussi sont contents, mais l'effet est moins puissant. Et donc, c'est quelque chose dont on est très fiers, et on est assez convaincus que tous les acteurs de la place peuvent aussi apporter des solutions pour pouvoir, justement, sur des produits aussi essentiels, apporter des vraies révolutions. Donc c'est un compte qui est moins cher et c'est aussi un compte, on va en reparler plus tard, mais où vous pouvez par exemple déclarer que vous êtes hébergé chez quelqu'un, c'est ça? Oui, exactement. En fait, pour le rendre le plus universel possible, on a regardé tous les points de friction dans les parcours traditionnels. On est réglementé comme n'importe quelle institution de paiement par la Banque de France, la CPR, mais c'est parce que la réglementation impose des choses aux acteurs comme nous que la façon d'y répondre est forcément la même. Et donc, par exemple, on a travaillé sur les gens qui n'ont pas de justificatif de domicile à leur nom. Mais ça arrive assez vite en fait dans votre vie. Vous pouvez être hébergé chez un ami. Il y a la solidarité familiale joue énormément. Vous pouvez être hébergé dans une association. Bon, chez Nickel, on ne vous demande pas de justificatif de domicile à l'ouverture du compte, par exemple, qui est un premier papier parfois complexe à fournir. On a 25% de nos clients qui sont hébergés, donc ils vont dire je vis chez machin ou dans telle association, et ce qui facilite énormément l'accès au compte. Donc les clients, globalement, aujourd'hui, viennent chez nous pour 3 raisons. Les premiers, c'est qu'ils sont en rupture avec la banque. Donc soit ils ont été interdits bancaires, soit eux-mêmes ne comprennent pas cette institution. Elle est devenue trop complexe, les mots sont difficilement appréhendables, la relation est distante et complexe, intimidante peut-être même parfois, parce que rentrer dans une agence bancaire, il y a un sas, vous savez, vous devez appuyer, on vous accueille, des gens en costard avec un certain jargon. Et chez nous, vous allez dans un point de vente, chez un buraliste, vous voyez bien qu'il n'y a pas tout ça. Et donc, ça peut créer de la simplicité. Deuxième tiers de nos clients sont des gens qui viennent pour limiter les frais. Un compte courant en France, ça coûte 215 € en moyenne par an et 400 € pour les 20% des Français qui gagnent le moins. Chez nous, tout le monde paye le même prix. Dehors que tout le monde paye le même prix, le prix est quasiment divisé par 3,5 en gros. Et donc, ce sont des choses qui comptent, notamment dans des contextes inflationnistes et de pression sur les budgets des ménages. Puis le dernier tiers, c'est les gens qui viennent pour une deuxième carte. Donc, c'est un peu moins le sujet de la conférence, mais si vous voulez acheter sur Internet sans vous faire frauder votre compte principal. Voilà. Il y a plein d'usages comme ça secondaires qui sont intéressants aussi. Alors, quand on parle d'autonomie financière, il faut aussi, tout au long de la vie, il faut aussi parler de la retraite qui nous angoisse souvent. Et d'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais la majorité des retraités sont des femmes. Fin 2020, elles représentaient 53% des retraités, selon l'adresse. On a dit que les femmes touchaient des pensions en moyenne 40% inférieures à celles des hommes. Ça tombe à 28% si on prend en compte les pensions de réversion. Et nous l'avons écrit dans une newsletter de Vive Média à l'occasion de la réforme des retraites. Les femmes sont souvent plus pauvres que les hommes à la retraite. Il y a 37% de femmes retraitées qui touchent moins de 1 000 € contre 15% d'hommes. Enfin, le baromètre Vive 2023 sur femmes et argent révèle que seulement un Français et une Française sur 3 épargnent pour sa retraite. Alors vous, Emmanuel Grimaud, c'est étonnant, mais vous avez plutôt des bonnes nouvelles à nous annoncer sur ce front-là. Qui a tendance, donc, comme je le disais, à nous angoisser. Vous considérez qu'épargner ou investir, c'est bien, mais il y a bien mieux à faire, c'est de comprendre et de respecter les règles de calcul de la retraite, parce que vous avez coutume de dire que pour 99% des Français, la retraite, c'est leur plus gros patrimoine. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en détail? Absolument. Mais c'est très simple, en fait. La retraite, si on prend la retraite moyenne des hommes, c'est 1 954 €. La retraite moyenne des femmes, c'est 1 150 €. Donc, si on a un couple avec 2 personnes donc, qui ont ces retraites moyennes, ça va faire 3 000 € par mois. 3 000 € par mois au bout de 25 ans, c'est 1 million d'euros. 25 ans, c'est la durée moyenne à la retraite. 25 ans, c'est l'espérance de vie à la retraite. C'est 24 ans pour les hommes et 28 ans pour les femmes. Quelque chose sur lequel les femmes sont en avance. Le patrimoine moyen des Français, c'est 200 000 €. D'accord ? Donc, c'est un monde d'idées reçues, en fait. On imagine tous que les caisses de retraite vont faire faillite. Moi, mon premier client, il a 86 ans. Il m'a dit, depuis le jour où j'ai commencé à travailler, donc il y a 66 ans, on m'a dit que je n'aurais rien à la retraite. Et il en était persuadé. D'ailleurs, il y avait une grosse erreur, il ne s'en était pas rendu compte. Donc, on est persuadé que les caisses de retraite vont faire faillite.
on en est très très loin. L'Agirc a eu 5 milliards d'euros d'excédent l'année dernière et on peut très bien résoudre les déficits en ayant des mesures, soit les 64 ans, soit une petite érosion qui résolvent facilement les problèmes de déficit. Les Français sont persuadés que les retraites sont en baisse. C'est normal, vous l'entendez toute la journée depuis des décennies dans les médias. Eh bien, le montant des retraites, il est en hausse. Vous prenez, quelle que soit la courbe que vous preniez, les hommes, les femmes, les retraites communes, nos retraites en France sont en hausse. En 2004, la retraite moyenne d'un homme, c'était 1 600 euros, rapporté à l'inflation aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est à 1 954. D'accord ? À la même période, la retraite d'une femme, c'était 800 euros. Aujourd'hui, on a dit qu'elle est à 1 154. Donc, ne croyez pas forcément tout ce que vous entendez sur le sujet. Et pourquoi c'est important de s'en rendre compte relativement tôt? Parce que, là encore, ces sommes que vous allez encaisser pendant 25 ans, c'est ça qui va vous faire vivre. C'est beaucoup plus que votre épargne. Évidemment, c'est important d'épargner. Évidemment, il faut le faire. Mais pourquoi les retraites des femmes sont inférieures? Alors certes, on ne va pas revenir sur le sujet des salaires inférieurs. Ça, c'est évidemment l'une des raisons. Mais c'est pas du tout la raison principale. La raison principale, c'est que les femmes ont des carrières beaucoup plus hachées que les hommes, même si c'est en train de changer. D'accord ? D'une part, et d'autre part, que la formule de calcul est incroyablement injuste, archaïque, compliquée, et elle pénalise les carrières hachées. Première chose, sur les carrières incomplètes, si il vous manque 20 trimestres, c'est 5 années. Et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Il faut comprendre comment ça marche très tôt. S'il vous manque 20 trimestres, 5 années, ça vous fait perdre 25% du montant de votre retraite. Sur les 3 000 euros dont on parlait tout à l'heure, 3 000 euros par mois, ça représente un manque à gagner de 240 000 euros. C'est considérable. Vous regardez tous effectivement en disant les retraites vont baisser. Oui, à un horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura peut-être une érosion, mais c'est une érosion qui vous fera perdre 30 000 euros sur l'espérance de vie à la retraite. En revanche, si vous ne validez pas votre trimestre, vous allez perdre 240 000 euros sur ces 3 000 euros. Donc ça doit être une obsession quasiment pour toutes. Pourquoi pour toutes? Parce que c'est effectivement plus souvent le cas des femmes, de se dire, est-ce que quand je prends une année sabbatique, est-ce que quand je prends un congé parental, est-ce que quand je passe à mi-temps, etc., je suis sûr que je vais bien valider mes trimestres. D'accord ? Ça, c'est très, très, très important. La deuxième chose, effectivement, la formule de calcul. Alors, ne croyez pas du tout que c'est calculé sur les 25 meilleures années, hein, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais typiquement, une femme qui s'arrêtait de travailler pendant 10 ans, si elle reprend un job pendant 1 mois, elle va rentrer dans ces fameuses 25 meilleures années, une année à, je ne sais pas moi, 2 000 euros. Eh bien, ces 2 000 euros, ça va lui faire baisser sa retraite. On est dans ce système totalement absurde en France où vous pouvez payer des cotisations et faire baisser le montant de votre retraite. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de comprendre comment ça marche pour ne pas être pénalisé. Pour valider les trimestres, d'ailleurs, il ne faut pas du tout travailler 90 jours. Il faut gagner cette année 1 690 euros. Donc avec 7 000 euros par an, vous validez vos 4 trimestres. Et là encore, quand on dit avoir commencé à travailler à avoir une carrière complète, ce n'est pas du tout avoir travaillé pendant 42 ans, 365 jours par an. C'est vraiment avoir validé 4 trimestres et des petits boulots pendant 2 ou 3 mois, ça peut vous valider 2 ou 3 ou 4 trimestres. Et là encore, l'impact sur vos revenus futurs, il est extrêmement important. Et la réforme par points, le système universel, la réforme Delevoye, était quelque chose qui était extrêmement favorable aux femmes. C'était incroyablement favorable aux femmes, puisque justement, on supprimait cette pénalité de 25%. Malheureusement, elle a été massivement rejetée par la rue, en tout cas, et on est encore dans ce système qui est pénalisant. Oui, alors comme vous le dites, hein, Emmanuel Grimaud, c'est vrai que c'est difficile pour les femmes de réussir à valider tout leur trimestre à cause de leur carrière hachée, mais aussi parce que voilà, on ne connaît pas forcément tous ces mécanismes-là qu'on va creuser tout à l'heure. Et donc, juste un chiffre pour éclairer ce que vous avez dit. Pour la génération 1950, il y a eu 44% des femmes qui sont parties à la retraite avec une carrière incomplète, contre 32% des hommes.
Alors, je me tourne vers vous, Léa Lejeune, parce que Emmanuel, vous avez commencé à en parler. Finalement, on doit, toutes les décisions importantes de nos vies, on doit aussi les prendre en fonction de l'argent, ce qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de faire. Et donc, Léa, vous nous formez beaucoup là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc, pour assurer notre autonomie financière tout au long de notre vie, quel comportement vous recommandez aux femmes d'adopter dès maintenant dans leur quotidien ? Déjà, la première chose, c'est effectivement, à chaque moment où, dans le couple, dans la relation, on doit prendre une décision qui va impacter la carrière des femmes. Donc, par exemple, un congé maternité, un congé parental, un congé maternité long, un congé parental, l'absence de congé paternité, le fait de refuser une promotion, de ne pas chercher une augmentation parce qu'on veut pouvoir partir à 18h le soir, etc. Il faut se rendre compte que tout ça a une influence très concrète sur ce qu'on va gagner au cours de notre vie et ce qu'on aura à la retraite. Et donc, je pense que c'est une conversation qui doit être ouverte dans le couple et qui doit être de dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait pour le fait que moi, je vais me paupériser pour notre famille, pour participer au maximum. Qu'est-ce qu'on fait pour imaginer des systèmes qui permettent de compenser? Parmi les systèmes pour compenser, bon, il y a le rachat de trimestre. Hein. Bon, on n'en a pas trop parlé, mais le rachat de trimestre, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de critères que c'est avantageux quand on les rachète dans les 10 années qui suivent les études. Et après, il y a plein de cas particuliers où ça l'est un petit peu moins. L'autre chose à faire, en fait, c'est finalement d'investir son argent. Alors, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a énormément d'entreprises indépendantes, de nouveaux systèmes qui existent et qui permettent à tout le monde de gérer son argent via une assurance vie ou un PEA de manière beaucoup plus facile que c'était il y a quelques années, avec des frais qui sont parfois moins élevés que ceux des banques. Donc, il y a vraiment ce réflexe-là. Il y a aussi le mécanisme du plan épargne retraite, PER, qui a été mis en place par le gouvernement il y a 2 ou 3 ans. L'idée du PER, c'est plutôt pour des personnes qui ont des revenus confortables et qui cherchent à défiscaliser à l'heure actuelle. Donc, ça ne va peut-être pas être adapté à toutes les femmes, mais en tout cas, c'est adapté à certaines d'entre elles. Et évidemment, l'investissement préféré des Français, l'immobilier. Soit de l'immobilier en locatif, soit de l'immobilier en perso, soit de l'immobilier en SCPI, la pierre papier. Bref, il existe plein de mécanismes. Et en fait, on a très peu de connaissances là-dessus en France, encore moins quand on est une femme. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne à maîtriser. Tous les mois, il faut mettre un peu de côté et investir. Il ne s'agit pas simplement de gonfler son livret A en mettant le maximum de ses économies dessus, puisque y a un plafond et puis surtout le taux de rendement est de 3%, donc c'est-à-dire qu'il est inférieur à l'inflation actuelle. Mais il s'agit vraiment de prendre les réflexes pour commencer à investir et c'est pour ça que nous, on fait des formations voilà, pour qu'on puisse débuter là-dessus. Je fais une incise juste sur le couple dont vous parliez. Ce qui est important aussi sur le sujet de ne pas accepter de se paupériser, c'est aussi qu'il faut toujours quand même avoir en tête, anticiper une éventuelle séparation, parce que ça arrive quand même beaucoup. En plus, on n'est pas toujours marié aujourd'hui. Et là, il y a des cas quand même finalement assez désastreux pour les femmes. Oui, on n'est pas toujours mariés. Effectivement, il y a même des études qui travaillent sur le fait que les femmes étaient globalement plus protégées sous le mariage, enfin que le mariage était la norme qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, toutes les situations où en fait il y a une rupture conjugale paupérisent les femmes. En gros, les femmes après la rupture perdent 27% de leurs revenus au total. Donc voilà, il y a plein de mécanismes comme ça qui se sont renforcés. C'est pour ça que voilà, pour mieux anticiper, il faut prendre ces décisions par rapport à l'argent. Ah, et il y a un autre mécanisme sur lequel je voulais mettre en garde, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup revenir dans les témoignages autour de chez nous. C'est le mécanisme dans lequel les femmes vont payer les pots de yaourt et les hommes vont payer les investissements. C'est une autrice qui s'appelle Titu Lecoq qui a théorisé cette question-là et qui insiste vraiment sur le fait que c'est important parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui participe à la vie du foyer et de l'autre, il y a quelqu'un qui se construit un capital pour le futur. Et l'exemple qui revient très souvent chez nous aussi, c'est quand monsieur a acheté, ça peut valoir dans l'autre sens, hein, évidemment, mais c'est plutôt monsieur qui a acheté un logement ou qui est propriétaire d'un logement et qui va dire à madame, viens habiter chez moi, tu me paieras un petit loyer et moi je continuerai à financer l'appartement. Ou tu paieras les courses du quotidien et moi je financerai l'appartement. Bon, quand tout va bien, quand l'amour est là, c'est génial. S'il y a divorce ou s'il y a séparation, madame ne peut pas justifier de comment elle a participé aux investissements du couple au quotidien et à la construction du capital de monsieur. Et donc, on se retrouve dans des situations où, à la fin, on ne peut rien prouver. Et donc, voilà, il y en a un qui a construit un capital et l'autre non. Donc, tout ça, c'est un peu des petites mises en garde, parce que quand tout va bien, tout va bien. Mais le jour où il y a séparation, ça se complique.
Alors Marie Degrand, justement, sur ces situations qui peuvent être compliquées pour les femmes, je voudrais qu'on aborde une situation qui peut être extrême pour les femmes. C'est la question des violences économiques. Les violences économiques, ça appartient au champ des violences conjugales. Ça se manifeste quand il y a une situation d'emprise. Il s'agit notamment d'empêcher la femme d'avoir accès à ses ressources financières, par exemple aussi de l'empêcher d'ouvrir un compte en son nom propre, entre autres. Est-ce que vous pouvez, Marie, nous expliquer pourquoi, dans ce type de cas, par exemple, le compte Nickel est salvateur pour les femmes et pour leur autonomie? Oui, donc vous l'avez très bien décrit. Ça peut arriver, les violences économiques peuvent arriver en tant que telles et puis aussi potentiellement liées à des violences conjugales un peu élargies. Et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, pas mal d'associations de terrain qui accompagnaient des femmes victimes de violences conjugales utilisaient le compte Nickel. Donc on les a interrogées. Puisque en leur demandant mais pourquoi en particulier. Donc les éléments qui sortent de ces échanges, pardon, il y en a principalement deux. Le premier, c'est l'instantanéité de l'ouverture du compte. C'est-à-dire, je vous expliquais, vous allez chez un point de vente avec votre pièce d'identité et un numéro de téléphone, et immédiatement, on va récupérer toutes les données dont on a besoin pour vous identifier et vous allez avoir votre compte. Donc vous imaginez bien que dans toutes les situations où vous devez par exemple sortir de votre domicile du jour au lendemain et que vous êtes accompagné par une association, avoir un compte, ça va être très vite le premier besoin pour que du coup vous puissiez ensuite recevoir une allocation, recevoir un peu de moyens financiers pour, dans cette phase transitoire, réinventer de votre vie de manière indépendante de la vie financière du conjoint qui gérait toute la famille. Donc cette instantanéité-là, elle est vraiment très valorisée par les associations de terrain. Et puis le deuxième élément, c'est le fait qu'on est un acteur très digital, donc on n'envoie pas de courrier au domicile, par exemple. On ne demande pas de justificatif de domicile, donc c'est quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce qui fait qu'il n'y a pas le risque justement d'ouverture du compte et que le conjoint, à ce moment-là, puisse identifier ce compte-là, savoir qu'il y a une relation d'affaires entre nous et sa femme, et donc venir intercepter en gros potentiellement des flux financiers ou complexifier énormément la gestion de l'argent. Donc ce sont les deux raisons principales pour lesquelles les associations de terrain qui sont engagées auprès des femmes victimes de violences nous utilisent au quotidien pour, lorsque c'est pertinent, rééquiper en fait la femme d'un compte courant indépendant. On n'a pas de compte joint, par exemple, chez Nickel. Donc, un compte, c'est un détenteur, c'est une carte. Donc, c'est impossible de prendre le contrôle sur le compte de quelqu'un d'autre, quand bien même vous êtes sous une communauté des biens ou tout ça. Donc, c'est quelque chose qui a été, qui est assez utilisé par ces acteurs-là et qui nous rend forcément très fiers au quotidien. Alors Emmanuel, vous êtes aperçu en fait que les personnes qui viennent vous voir, c'est à 80 voire 90% des hommes. Donc vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous cartographier donc les grands mécanismes qu'on doit avoir en tête pour les femmes, voilà, pour justement, alors vous parliez de la validation des trimestres, vous parliez, il me semble, de s'en intéresser le plus tôt possible, à partir de quel âge, etc. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite liste pour nous faciliter la vie? Alors, en fait, ce serait une longue liste. Pour ça, il me faudrait 1 heure et demie. Donc, oui, la première chose, c'est de comprendre comment ça marche pour effectivement faire travailler un petit peu tous ces effets de seuil. Un effet de seuil, ça peut être un jackpot d'un côté, ça peut être une grosse perte de l'autre. Tout à l'heure, je vous ai évoqué la perte de trimestre. Si vous avez un salaire de 1 690 € sur l'année, vous n'avez pas le trimestre. Si vous avez 1 691 €, vous avez le trimestre. D'accord, ça change chaque année, hein. Donc, rien que ça, c'est quelque chose qui est important. Si vous prenez un congé sabbatique ou un congé parental, vous prenez votre congé du 1er janvier au 31 décembre, vous n'aurez pas les trimestres sur cette année-là. Alors vous vous dites, bon, bah, c'est rien, c'est 4 trimestres. 4 trimestres, si vous voulez les racheter, ça peut vous coûter jusqu'à 20 000 €. Et 4 trimestres, ça vous fait surtout perdre une année de retraite. Donc si vous avez une retraite à 3 000, vous perdez 36 000 €. Si vous avez une retraite à 5 000, vous perdez 60 000 €. Si vous voulez prendre un congé sabbatique ou parental, bah, si vous le prenez par exemple à partir du 1er mars 2024, vous pouvez même aller jusqu'au 1er novembre 2025. Vous aurez travaillé 4 mois sur 2 ans. Vous aurez donc pris 20 mois de congé, peu importe la raison, et vous validez vos 8 trimestres sur ces 2 années-là. D'accord ? Donc vous voyez que c'est souvent une somme de petits détails. Et là encore, à l'arrivée, c'est quelque chose qui rapporte énormément. Léa évoquait le rachat de trimestre. Alors, c'est absolument vrai. C'est 10 ans après. Et même
c'est l'année immédiatement qui suit les études, où là, il y a une aide de l'État. Et effectivement, on peut racheter des trimestres pour pas grand-chose. Le seul problème, c'est qu'évidemment, à 23, 24 ou 25 ans, on s'en fout. Dans un sens, je trouve que c'est assez simple, mais c'est dommage. C'est souvent les parents, d'ailleurs, qui rachètent ces trimestres-là pour leurs enfants. Léa évoquait la protection. Alors, le sujet est délicat parce qu'évidemment, il y a plein d'autres enjeux qui vont derrière. Mais la pension de réversion, une pension de réversion, si mon conjoint a une retraite de 3 000 euros, la pension de réversion, c'est 1 800 euros par mois. 1 800 euros par mois, c'est 22 000 euros par an. Au bout de 10 ans de veuvage, c'est 220 000 euros. Au bout de 15 ans de veuvage, c'est 330 000 euros. Et la pension de réversion, je suis marié ou je ne suis pas marié. D'accord ? Alors, je ne dis pas qu'il faut se marier. Je dis qu'il faut avoir conscience, là encore, de tous ces enjeux. Et vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, des couples qui vous disent « Non, non, nous, le mariage, jamais, on est contre le mariage. » Et puis, malheureusement, effectivement, monsieur a plus de revenus, a plus de retraite, et madame a beaucoup moins parce que soit elle a sacrifié sa carrière, soit pour les autres raisons qu'on a déjà expliquées. Accident, décès rapide, inattendu, accidentel du conjoint, et vous vous retrouvez avec souvent des femmes qui se retrouvent dans une détresse absolue. Là encore, je pense que vous en connaissez. Moi, j'en ai même connu où les enfants ont demandé à la belle-mère de libérer rapidement l'appartement dans lequel elle habitait depuis 15 ans. Il y a des histoires qui sont absolument glauquissimes. Donc ça, là encore, c'est pas de se marier, de ne pas se marier, c'est de comprendre comment ça marche. De la même manière, un conjoint qui se remarie perd tous ses droits sur la retraite de réversion complémentaire, mais chez les cadres, ça va être le principal, de son premier conjoint. Alors, ça vous paraît peut-être un peu abstrait comme ça, mais on va rendre ça très, très pratique. Vous avez, c'est un peu caricatural et un peu misogyne, et je m'en excuse à l'avance, mesdames, mais je parle que de cas que j'ai vus, que j'ai connus. Vous avez un couple qui s'est marié à 25-28 ans. Rapidement, madame a arrêté sa carrière, là encore, a sacrifié sa carrière. C'était des schémas très classiques chez les femmes qui arrivent aujourd'hui à la retraite. On a déménagé, on s'est occupé des enfants. 30 ans plus tard, divorce, donc il y a la prestation compensatoire qui est là pour régler ça. Mais au final, il y a quand même un droit sur la réversion pour madame qui a sacrifié sa carrière et s'est occupée des 3 ou 4 enfants. Et on est bien d'accord que sur le partage des tâches ménagères, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Eh bien, j'ai une cliente qui s'est remariée. Le mariage a disparu, s'est interrompu au bout d'1 an. Eh bien, en se remariant, elle a perdu tous les droits sur la réversion potentielle qu'elle avait du père de ses enfants, pour lesquels, là encore, elle a consacré 30 ans de sa vie. Et là encore, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas se remarier. Je vous dis qu'il faut juste avoir conscience de tous les impacts que ça peut avoir. Et je pourrais vous en donner encore beaucoup. Un petit peu moins romantique, en fait, peut-être. Je me permets de vous demander, est-ce qu'on a le temps de faire 1 ou 2 questions avec la salle ou on doit... Oui. Alors, si vous avez des questions, peut-être 1 ou 2, n'hésitez pas. Sinon, on passe à la suite. Bonjour, merci pour ce débat, cette table ronde qui est très intéressante. On a parlé du cas des mariages. Est-ce que le PACS permet de se protéger un peu plus ? Du point de vue de la réversion, absolument pas. D'accord ? Et on pourrait imaginer, se dire que ça viendra un jour ou l'autre. Désormais, avec le mariage pour tous, il n'y a pas de raison d'étendre au PACS ce droit sur la réversion. Donc de ce côté-là, ça fait partie. Moi, effectivement, j'ai eu quelques dizaines de mariages de clients qui se sont rendus compte de l'impact que leur choix avait, qui sont venus me voir en me disant nous, on est contre le mariage, on est pacsé, on a vu le notaire, tout va bien. Et qui, effectivement, quand ils ont regardé les choses d'un peu plus près, se sont décidés à se marier. Mais je vous dis, le PACS, en termes de réversion de retraite, il n'y a que le mariage qui vaut. Je vous remercie. Bonjour. Moi, j'étais surprise tout à l'heure, vous mettiez sur le même plan un congé sabbatique et un congé parental. Alors, je me dis, c'est pas tout à fait la même chose. Et en l'occurrence, est-ce qu'il n'y a pas déjà du travail à faire à ce niveau-là ?
Non, mais là, moi, je ne suis pas là pour donner des éléments de juger. Je vous donne juste l'approche, entre guillemets, technique. Et l'impact elle-même, effectivement. Congé parental long, hein, pas le congé parental immédiatement qui succède à la truc. C'est quelqu'un c'est souvent des femmes, mais pas que. Il y a quand même quelques hommes qui commencent à sacrifier leur carrière, et c'est très bien. Souvent des femmes qui, parfois au deuxième enfant ou au troisième enfant, interrompent leur carrière pendant 2 ou 3 ans. D'accord ? Et donc là, si c'est que pendant 2 ou 3 ans, il y a ce qu'on appelle les trimestres pour enfants, c'est 2 années, 8 trimestres par enfant, ça va compenser ça. Quand on s'arrête plus longtemps, quand on s'arrête une dizaine d'années, là, effectivement, les trimestres pour enfants, si j'ai 3 enfants, ça va me donner 6 années et je vais me retrouver avec les 4 années manquantes. Je n'ai pas évoqué d'ailleurs, effectivement, il y avait le temps partiel aussi qui peut être très pénalisant sur le calcul de la retraite. Il faut savoir que vous pouvez faire ce qu'on appelle une cotisation basse temps plein qui fera qu'en passant à temps partiel, vous ne perdez rien sur votre retraite future. Et la cotisation basse temps plein, l'employeur ne peut pas vous le refuser. Il y a 3 options. La première, c'est l'employeur qui prend tout en charge. Il est sympa, il vous aime bien, vous avez un bon pouvoir de négociation. La deuxième, c'est on garde la répartition classique. En gros, j'en paye 40%, l'employeur en paye 60%. Et si vraiment j'ai un refus total de l'employeur, à ce moment-là, je peux décider, moi, de cotiser personnellement sur la totalité de la cotisation basse temps plein pour les personnes qui sont très imposées, 30 ou 40% de taux marginal. Ça peut être extrêmement rentable. Alors, vraiment la dernière question, très vite, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai une question sur les formations que vous proposez. Vous avez abordé tout à l'heure l'immobilier ou encore certaines enveloppes fiscales que sont le livret ou le PEA. On pourrait aussi citer le compte titre ou le contrat d'assurance vie. Ma question, c'est qu'en est-il finalement de la formation qui est dispensée, de la connaissance des femmes sur les actifs financiers que l'on va loger dans ces enveloppes? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme sur ces actifs financiers et voilà comment ça fonctionne différemment. On travaille uniquement avec des conseillères en gestion de patrimoine certifiés, avec des courtières en immobilier, avec des personnes diplômées, reconnues, hein, puisqu'on se méfie un peu des dérives de l'influence en ligne, qui fait que des personnes qui n'ont que très peu de connaissances donnent des conseils financiers alors que c'est un métier réglementé. Donc oui, on fait ça aussi, mais effectivement, on considère que c'est un défaut qu'en France, il n'y ait toujours pas d'éducation financière sur ces sujets-là, sur ces classes d'actifs, sur la retraite par capitalisation, que tout ça soit des domaines vraiment méconnus du grand public. Vous vouliez rajouter quelque chose sur Plan Cash? Je voulais faire un petit scoop. Donc, Plan Cash, comme je disais tout à l'heure, était au début un média et une plateforme de formation pour l'éducation financière des femmes, pour leur permettre d'investir, d'épargner, de lutter contre les violences économiques aussi, et de construire la retraite. Et comme on a eu une belle progression avec les 58 000 abonnés en 14 mois sur les réseaux sociaux et 20 000 à la newsletter, on s'est dit qu'il y avait une appétence du public et un intérêt. Donc, on a décidé de muter en application EdTech et FinTech pour vraiment permettre à un maximum de femmes d'être éduquées à partir de 4 € et quelques par mois. Et donc, on est en levée de fonds en ce moment et on lance en crowd equity la levée de fonds aujourd'hui. Donc, c'est un petit scoop Plan Cash. Sur quelle plateforme? Donc, sur la plateforme Lita.co, qui est une plateforme d'investissement responsable participatif. Et on a choisi donc le crowd equity, c'est-à-dire le financement par la foule, mais avec prise de participation et non pas du crowdfunding, pour que vraiment les femmes qui nous rejoignent et qui mettent 100 € ou beaucoup plus dans Plan Cash puissent faire partie des actionnaires, donner leur avis, voter aux AG et participer comme ça aux décisions de l'entreprise. Voilà. Merci Léa. Alors, pour approfondir en 5 minutes ce sujet, on vous a préparé un petit bonus. Donc, j'accueille pour ça Valérie Lyon, qui est la rédactrice en chef de Vive Média. Va donc vous présenter la Vive Academy. Merci à tous d'être avec nous ce matin. La prochaine live session sera encore animée par Vive Academy et on va avancer plus précisément dans le sujet sur la question de investir au féminin, comment se lancer. Et on souhaitait vous présenter, donc on va lancer une petite présentation, merci à la régie,
de lancer notre petite présentation de Vive déjà pour vous expliquer en 2 mots ce qu'est le média Vive. Vous avez déjà vu donc la première slide et on a évoqué la question en fait des risques d'appauvrissement des femmes qui sont plus importants que pour les hommes compte tenu des inégalités de salaire, compte tenu des carrières hachées et on a vu les chiffres sur la retraite. Donc Vive, c'est un média où on ose parler d'argent et surtout où on est au service de l'indépendance économique et financière des femmes, comme on le voit sur la 2e slide, avec plusieurs supports, une newsletter tous les jeudis, sur laquelle vous pouvez vous abonner sur le site vivemedia.fr, un podcast qui s'appelle, on va rester sur la slide précédente, merci, un podcast qui s'appelle Osons l'oseille, des événements et puis la Vive Academy. Donc ce sont des parcours vidéo d'acculturation et là on peut passer à la slide d'après. Ce sont des parcours en plusieurs capsules vidéo, à la fois pour le grand public, mais aussi pour les salariés dans les entreprises, pour bien comprendre une problématique et se l'approprier. Et donc, l'un de nos 2 premiers parcours, c'est le parcours Investir. Donc, Catherine va vous dire quelques mots parce qu'elle a beaucoup travaillé dessus. Et puis ensuite, on vous diffusera la bande-annonce du parcours. Oui, justement, alors Vive Academy, en 2 mots, ce sont des parcours de formation sur des sujets qu'on n'a pas assez l'habitude d'aborder ni à l'école, ni en entreprise, ni en famille, et qui sont pourtant des sujets capitaux pour mener nos projets de vie et nos vies professionnelles. Donc c'est par exemple la Vive Academy, comme le disait Valérie, sur les aidants, parce qu'en fait, 1 Français sur 5 assume le rôle de proche aidant auprès d'un aîné ou d'une personne malade, par exemple, et c'est 60% des femmes. Et on a donc aussi le parcours Vive Academy Investir qui comporte 11 vidéos. On va lancer la bande-annonce, elle dure 1 minute 30, vous allez avoir une idée plus précise. Gérer son budget, constituer une épargne, faire des placements pour financer ses projets. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous plaît ou au contraire, ça vous angoisse ? En réalité, pour beaucoup d'entre nous, rien de tout ça n'est évident. Et c'est bien normal. Car 85% des Français n'ont pas parlé d'argent, appris à le gérer ou à l'investir, que ce soit à l'école ou en entreprise. En France, notre niveau d'éducation financière dépend surtout de ce que notre famille nous a transmis. Et c'est bien dommage. Car ne pas gérer son argent, c'est un risque d'appauvrissement et de dépendance. C'est vrai pour tout le monde et particulièrement pour les femmes. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour améliorer notre rapport à l'argent. Savez-vous quelle est la différence entre épargner et investir ? Connaissez-vous exactement le montant de votre patrimoine ? Avez-vous conscience que la charge parentale que vous assumez peut avoir une conséquence directe sur vos revenus à la retraite ? À Vive Academy, nous souhaitons vous donner les clés de votre autonomie financière. Sans jugement, sans pression, sans jargon, on va tout remettre à plat et faire de l'argent un sujet simple et qui vous concerne. Voilà, donc ce sont 11 vidéos. Vous pouvez voir sur le site de Vive Média, les 3 premières sont gratuites. Elles parlent de décomplexer notre rapport à l'argent, de savoir gérer son budget, de faire le bilan de son patrimoine. Donc les 3 premiers sont gratuits. Et c'est un parcours progressif. Là, vous le voyez rapidement, on part de justement décomplexer son rapport à l'argent, on avance sur définir son profil investisseur, comprendre les notions d'horizon de placement, de son rapport au risque. Et puis, comme ça, après, à la fin, on arrive mieux armé pour comprendre quels produits peuvent éventuellement nous correspondre. Voilà, donc tout ça, vous le retrouvez sur vivemedia.fr et je vous remercie et je remercie les intervenants de cette live session. Catherine, merci. Merci. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.